Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté interdisant l'exportation de la ferraille par les collecteurs eux-mêmes, qu'est-ce qui a changé dans cette filière? Restez accrochés à cette édition et vous le saurez. Après quelques mois d'accalmie, le buffle de Tchaourou semble avoir repris du service. Week-end écoulé, il était dans plusieurs localités du Nord. Qu'est-ce qui fait courir si tant? L'ancien président de la République, Boni Yahi, serait-il en campagne précoce pour son fils Nasser Yahi? La question est au cœur d'une réflexion que vous suivrez tout à l'heure. Lancement du mondial des communautés, le Bénin participe à cette compétition et vient de remporter son premier match contre le Tchad. Mesdames, Messieurs, c'était là les titres, le développement, le voici. À nouveau, bonsoir. Depuis l'interdiction de l'exportation de la ferraille par le ministère du Commerce et de l'Industrie, les acteurs de la filière souffrent le martyre. Pour vendre leurs marchandises, ils sont obligés de faire des concessions qui ne les arrangent pas toujours. Une situation qui a déjà eu pour effet la diminution du prix d'achat du kilo de ferraille, dit Gangpo Guiblé. Evelyne Dossou et Alphonse Boton pour le reportage. Dans un arrêté en date du 23 juin 2023, le gouvernement béninois, à travers la ministre de l'Industrie et du Commerce, a interdit l'exportation de la ferraille et de tout produit ferreux au Bénin. Une décision dont l'application ralentit les activités des collecteurs de ces produits au Bénin. Maintenant là, vraiment c'est terrible parce que ça ne va pas. Si leur prix est bon comme avant, ça c'est pas un problème. Mais le problème est que les frontières qu'ils ont fermées pour Nigeria, pour Togo, là, c'est là où on trouve un peu de bénéfices. Mais maintenant, ici, là, il n'y a aucun bénéfice. C'est comme échange de l'argent on est en train de faire. Parce que ce qu'on trouve comme bénéfice, là, c'est pas quelque chose de comme avant, quoi. Une fois la ferraille regroupée, les collecteurs n'ont qu'une seule option désormais pour faire couler leurs marchandises, vendre leurs produits à deux sociétés agréées pour l'exploitation. Au moins, si c'est au Nigeria, là, avec notre apprentis, là, on paye ça même à 150 à 1 kilo. Mais maintenant, ce n'est plus ça. On prend ça à 100 francs. On prend ça avec notre apprentis, là, alors que c'est eux qui souffrent pour aller nous amener ça. Nous-mêmes, on paye les voitures, on loue les voitures, on amène là-bas. Encore, on donne aux douaniers. Le temps que les ferrailles vont aller chez les Indiens, chez les Chinois. Mais en matière de paiement, ces entreprises ne soldent pas aussitôt la marchandise livrée. Toutes ces difficultés combinées rendent la vie difficile aux agents collecteurs, les Gangpo Guiblé plus précisément, qui en payent malheureusement les frais. On va nous dire que dans 3 jours de venir prendre l'argent. Dans 3 jours, des fois dans 2 jours. Il y a des moments là, dans une semaine, le temps qu'on va trouver notre argent. Alors que nous, on a des employés qui partent pour chercher. Donc si on a amené les ferrailles là, si on n'a pas trouvé l'argent, où on va encore débrouiller l'argent pour donner aux employés, ceux qui poussent là pour aller chercher pour nous amener, nous-mêmes, on va nous amener là-bas. Normalement, si on amène, en même temps, on doit trouver notre argent, quoi. Bon, des fois, il dit que la société n'a pas l'argent. Donc, obligé, on va rester les ferrailles là-bas, chez eux. Les collecteurs des métaux usagés ne souhaitent qu'une seule chose, que le gouvernement revoie le prix du kilogramme de la ferraille et de tous ses produits ferreux. Participation à des funérailles ou à des séances de prière pour la paix au Bénin, acte de générosité par-ci et par-là. Week-end écoulé, l'ancien président Boni Yahi semble avoir repris du service. Quand on sait que l'homme n'est plus candidat à rien, l'on s'interroge sur les raisons qui justifient ces sorties. Serait-il en campagne précoce pour son fils Nasser Yahi? Suivez cette réflexion de la rédaction de Guérit TV Monde. Au lendemain des législatives de janvier 2023, le buffle de Tchaourou s'était donné un peu de répit après une implication remarquable dans la campagne électorale. Son actualité était plutôt nourrie par des activités religieuses. On se souvient tous du cantique fredonné à l'occasion de la fête de Pâques. Une vidéo devenue virale sur la toile
Elle fut suivie d'une autre non moins captivante. Et alors qu'il s'apprêtait à prendre part de façon remarquable du 22 au 27 juin 2023 à la croisade mondiale du pasteur Koumoui au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, cette mission évangélique a été annulée. Mais après un mois de juillet et celui d'août marqué par de rares sorties, le buffle de Tchaourou vient de reprendre service. En effet, courant fin août et début septembre 2023, plusieurs sorties de l'ancien président de la République Boni Yayi ont été relayées sur les réseaux sociaux. Il a été vu à Bétérou, dans la commune de Tchaourou, au chevet, des sinistrés de pluie diluvienne enregistrés dans la localité. Le président d'honneur du parti politique Les Démocrates a été également vu chez une famille à Koko, dans la commune de Bonté. Par ailleurs, il était à Tokolibé pour apporter son soutien à la famille de l'ex-ministre d'État Komi Kouché, qui a perdu un oncle maternel. Et ce week-end, Boni Yayi et certains cadres du parti étaient à Banikwara, Kandi et Segbana. À chacune de ces étapes, il y a eu de grands rassemblements à la faveur des prières organisées pour la paix au Bénin ou pour le repos de l'âme d'un proche ou militant du parti. Prière, prière et encore prière. Pour qui se rappelle les années de gouvernance de Boni Yayi, les rassemblements effectués sous le couvert de la prière ne manquaient pas de portée politique. Entre Boni Yayi, l'initiateur de prière, et l'animal politique, il est difficile de tracer la limite. N'étant plus candidat à rien, pour qui Boni Yayi prépare-t-il alors le terrain? Est-ce pour Éric Rondeté qu'on a vu à ses côtés lors de ses récentes sorties? Certaines indiscrétions mentionnent de plus en plus le nom de son fils Nasser Yayi. Il est vrai que l'engagement sur la scène politique de ce dernier n'est pas très remarquable. Seulement, il ne faut pas perdre de vue qu'en politique, il est des personnes qui travaillent beaucoup dans l'ombre avant d'apparaître au grand jour. Patrice Talon en faisait partie. Olivier Bokor, dont la candidature est suscitée pour 2026, est aussi un exemple. Donc que l'on pense que le chemin est en train d'être tracé pour un personnage quasi absent des meetings et grands rassemblements publics n'est pas une incongruité. Le sexe joue un rôle capital dans la vie de couple. Pour bon nombre de personnes, une relation de couple sans sexe est même inconcevable. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener une femme à priver son conjoint de relations sexuelles? Tel est le sujet abordé dans le reportage Fait de société de ce jour. Il est signé Faouzia Sefou, Kabirou Adjadi. Dans le couple, le sexe contribue beaucoup à la consolidation des liens entre l'homme et la femme. Mais parfois, les difficultés de la vie font que les deux partenaires se tournent dos. L'on s'interroge alors sur ce qui peut motiver une femme à priver son mari de sexe. Quand une femme a de l'infection, elle peut refuser le sexe à son mari. L'irresponsabilité donc de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui n'arrive pas donc à subvenir aux besoins d'accord matériels ou autres de sa femme, cette dernière peut être donc tentée de régler tant soit peu sa situation ailleurs. Peut-être la femme a eu donc des remous qui entourent donc son homme et alors elle peut donc refuser. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous passez à l'acte avec ce dernier, ça pourrait donc entraîner des maux, voire la mort. Quels qu'en soient tous les problèmes, la femme ne doit pas refuser le sexe à son mari, c'est pas bon. La première des choses, c'est le sexe qui unit la femme et l'homme. Et forcément, une femme qui aime son homme là, même quand l'homme n'a pas envie, elle va forcer l'homme. Et ça fera que l'homme n'ira pas au dehors. L'homme qui fournit tout. Si la femme qui se trouve dans sa chambre lui refuse de sexe, il est obligé d'aller voir ailleurs. Elle a d'autres maîtres ou bien au professeur. Donc quand moi je quitte à la maison, il passe. Et ce qui est là aussi, bon, ça dépend aussi de l'homme. Comment l'homme s'entretient ou bien comment la communication est dans le foyer. Parce que ça amène les femmes, il y a des hommes qui ne restent pas à la maison. Il y a des hommes qui ne restent pas à la maison. Peut-être la femme a entendu quelque part que son mari a une autre maîtresse dehors. Et pour la faire, comment on dit, pour lui faire du mal, il prend cela comme alors que ce n'est pas une bonne chose. Normalement, le sexe doit être, un sujet sur lequel les deux doivent s'entendre. C'est-à-dire, elle doit satisfaire son mari, sinon il ira au dehors le faire. Voilà, donc si une femme refuse à son homme le sexe, je trouve qu'elle sera responsable du fait que son homme aille au dehors le faire. Une femme qui refuse de sexe à son mari pousse l'homme à faire de n'importe quoi au dehors. Et là maintenant, quand l'homme va commencer par découcher au dehors, sa femme ne doit pas avoir aucun mot
pour placer, pour dire qu'il fait ci, il fait ça. La femme n'a pas le droit de refuser le sexe à son mari. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose du bon. Mais ce qui est là, donc, c'est la communication. Tout ça, c'est la communication. Il y en a certaines femmes qui refusent catégoriquement pendant des mois à leur homme pour dire que non, il n'y a pas ça, qu'elles n'ont pas le temps pour ça. Là maintenant, ça veut dire que c'est la femme même qui pousse l'homme à aller faire de n'importe quoi au dehors. Moi, je ne peux pas supporter pendant une semaine. Oui. En fait, honnêtement, j'exhorte les femmes à, quel que soit le mot, quel que soit ce qui se passe. Bon, je n'ai pas mangé, yati, patiti, patata, mais écoutez, le sexe d'abord. Acceptez le sexe à votre mari, attirez-le et le reste, on verra. Au moins 3 fois par semaine, au moins. Si elle est dans le cycle, c'est différent. Là, elle a assez, c'est son temps. Mais quand elle n'est pas dans le cycle, elle est là pour ça. Avec ça, ça ne me poussera pas d'aller faire de n'importe quoi au dehors pour pouvoir amener des maladies dans la maison, dans la famille. Mais quand elle n'est pas en mesure, ça veut dire qu'elle est en train de me pousser d'aller faire de n'importe quoi au dehors. Pour une vie de couple épanouie, les deux partenaires doivent considérer le sexe comme un élément motivateur. Ensemble, ils doivent en définir la fréquence et créer les conditions favorables à son usage. Allons maintenant au-delà des frontières béninoises. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a remporté les élections locales organisées samedi 1er septembre 2023. Une victoire qui le place en position de force à 2 ans de la présidentielle. Le reste de l'actualité africaine avec Latifat Kaweno. Le président de la CEI, Ibrahim Kouibé, a annoncé à la télévision nationale les résultats compilés pour 30 régions sur 31 et 199 communes sur 201. Le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, l'emporte dans 123 municipalités et 25 régions. Les deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui s'était allié dans de nombreuses localités, obtiennent 34 communes et 4 régions, le reste revenant à des candidats indépendants. La participation s'est élevée à 44% pour les régionales et 36% pour les municipales, des taux similaires à ceux de la précédente élection en 2018. Une large majorité des ministres et cadres du RHDP ont été élus, y compris dans des zones où le scrutin s'annonçait disputé. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et le président de la CEI a appelé lundi soir les candidats à respecter les résultats et à ne pas s'adonner à la violence. Selon le président de la CEI, quelques altercations et des retards ont été observés dans certains bureaux de vote et des urnes ont été saccagées à Sarala, empêchant la proclamation des résultats. Dans le riche quartier des affaires d'Abidjan, l'entourage du candidat du RHDP, Fabrice Saweyon, a assuré à l'AFP avoir noté des bourrages d'urnes massifs et dénoncé un simulacre d'élection. Et à Yopungon, commune où le président de l'Assemblée nationale, Adama Bik Togo, l'a emporté, les deux candidats d'opposition battus ont également dénoncé des irrégularités et rejeté le résultat. L'issue de ce scrutin local place le RHDP en position de favori avant la présidentielle de 2025 pour laquelle le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, n'a pas encore indiqué s'il était candidat à un 4e mandat. Autre réalité en Guinée-Bissau, le président Oumaro Sissoko Embalo a nommé 2 nouveaux responsables chargés de sa sécurité qui ont pris leurs fonctions lundi, sans lier cette décision au coup d'État récemment survenu en Afrique, dans un pays habitué au coup de force. Ces nouvelles nominations ont lieu dans un contexte marqué par des coups d'État au Niger et au Gabon, menés par des responsables de la sécurité présidentielle. Les généraux Thomas Djassi et Horta Enta ont été nommés vendredi, respectivement chef de la sécurité présidentielle et chef d'État
état-major particulier du président de la République. Ces 2 postes prévus dans l'organigramme officiel n'étaient plus pourvus depuis plusieurs décennies. Le général Diassi était avant sa nomination à la tête de la garde nationale, une unité d'élite de l'armée dont l'intervention de ces hommes a contribué à faire échouer le coup d'État ayant visé en février 2022 Ambalo, élu au second tour en décembre 2019. Le général Inta était quant à lui à la tête du commissariat central de Bissau, une institution qui a souvent été dirigée par des militaires. Je cite, « C'est vrai que les coups d'État perpétrés par les officiers responsables de la sécurité présidentielle sont devenus une mode. Mais si Thomas Diassi s'aventure à mener un tel projet, nous allons nous battre longtemps. » Fin de citation, a déclaré le chef de l'État bissau-guinéen en réponse à une question de la presse. Je le cite à nouveau. Pour parler sérieusement, je vous rassure qu'il n'y aura ni 2 février ni 3 février. Tout mouvement suspect aura une réplique adéquate. Fin de citation, a-t-il ajouté en allusion à la tentative de coup d'État dont il dit avoir été victime le 1er février 2022 et qui a fait 11 morts selon le gouvernement. Rappelons que la Guinée-Bissau souffre d'une instabilité politique chronique et a été victime depuis son indépendance du Portugal en 1974 d'une kyrielle de coups d'État ou de tentative de coup d'État, la dernière en février 2022. Et pour finir avec les informations hors de nos frontières au Niger, le premier ministre désigné par la junte, Ali Mahaman Lamine Zein, a affirmé que des échanges sont en cours pour un retrait rapide des troupes françaises. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 4 septembre à Niamey. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement a dénoncé les accords qui permettent aux militaires français d'être sur le territoire. Je cite, « Ces forces sont dans une position d'illégalité ». Fin de citation, a-t-il souligné, précisant que des échanges sont en cours pour permettre aux militaires français de quitter le Niger. Paris n'a pas réagi lundi soir. À propos de l'ambassadeur Sylvain Ité en poste à Niamey, Mahaman Ali Lamine Zein dénonce un comportement de mépris inacceptable. Toutes les mesures sont prises en attendant que ce partenaire, qualifié de non valable, quitte le plus rapidement le Niger. À présent, voici la page des sports. Démarrage du mondial des communautés. Le Bénin prend part à cette compétition et concernant le match Bénin-Mozambique, la première séance d'entraînement des Guépards a déjà eu lieu. Précision avec Evelyne Dosso. L'entraîneur des Guépards du Bénin, Genot Ro, a officiellement lancé les préparatifs de l'équipe en vue du match crucial contre le Mozambique. La première séance d'entraînement s'est tenue ce lundi 4 septembre 2023 au stade général Mathieu Kérékou, marquant le début de l'intense préparation pour la rencontre à venir. Lors de la conférence de presse du jeudi 31 août 2023, où il a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre le Mozambique, il a réaffirmé son engagement envers les jeunes joueurs. Genot Ro a exprimé son désir de donner plus de responsabilités aux jeunes talents au sein de l'équipe nationale du Bénin. Il a souligné sa confiance en leur potentiel en déclarant, je cite, « Les jeunes, c'est vrai que ça fait beaucoup de changements depuis mon arrivée. On a envie de donner le pouvoir aux joueurs. J'ai confiance en eux. Je pense que l'avenir leur appartient. » Fin de citation. Le sélectionneur a été interrogé sur le choix du capitaine pour le match crucial contre le Mozambique. Mais Ro a gardé le suspense intact en déclarant qui sera le capitaine. Ce n'est pas à vous que je le dirai. Je dois d'abord le dire en priorité à mes joueurs. Une déclaration qui laisse planer le mystère sur la nomination du leader de l'équipe pour ce match décisif.
Autre actualité sportive, la 3e édition du Mondial des communautés a débuté en fanfare au stade René Pleven à Akpakpa, Cotonou, le samedi 2 septembre 2023. Le Bénin a triomphé avec un score impressionnant de 3-0 contre le Tchad lors du match d'ouverture grâce à un triplé de Zimé Habib. Le moment décisif est survenu à la 20e minute lorsque Zimé Habib a ouvert le score avec une superbe conclusion après un jeu en triangle bien orchestré. Le Tchad a été réduit à 10 hommes à la 31e minute lorsque Hassan Sou a été expulsé pour une main en position de dernier défenseur, offrant au Bénin un pénalty qu'ils ont converti à la 33e minute pour creuser l'écart. Habib a ensuite inscrit son 3e but à la 41e minute, s'offrant ainsi un triplé spectaculaire. Malgré les efforts tenaces des joueurs tchadiens en seconde période, réduits à 10 contre 11, ils n'ont pas réussi à inscrire un but salvateur. Le Bénin, de son côté, a manqué de concrétiser de nombreuses occasions en seconde période. À la fin du match, Sidi Ali Aminou, le capitaine de l'équipe béninoise, a déclaré « Notre objectif est de remporter le trophée. Nous avons manqué de nombreuses occasions, mais nous tâcherons de bien négocier notre prochain match contre le Liban le 9 septembre 2023. » Hors de nos frontières, le suspense a pris fin. Victor Peseiro, le sélectionneur des Super Aigles du Nigeria, ne quittera pas son poste. La Fédération nigériane de football a annoncé ce dimanche la prolongation du contrat du technicien. Dans le même élan, Peseiro a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match décisif contre Sao Tomé et Principe le 10 septembre 2023 lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.